fouillèrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Dorcia, yes. Hey, salut les auditeurs, les aventuriers, les aventurières, et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Attention, le 101ème. Et voilà, ça y est, on a enfin dépassé les 100 épisodes. Et ben, ça fait bien plaisir. Heureux de vous retrouver dans cette période festive. On enregistre un peu plus tard que prévu, donc voilà, on voudrait d'abord commencer, Fred, par vous souhaiter tous et joyeuses festivités à toutes et à tous. Hey Fred, comment ça va, mec? Ça fait plaisir de retrouver ce 101ème épisode, le chiffre fait bizarre, 101, ça y est. Voilà, je trouve ça cool. Et on termine l'année avec sur une 100ème, et on termine l'année aussi sur une nouveauté, une série qu'on attendait, qu'on avait décidé de faire et qu'on a anticipé la venue. C'est un choix qui nous fait plaisir, c'est la série Sherlock Holmes. Et c'est excellent de terminer l'année sur l'ambiance victorienne, moi j'adore. Ouais, je crois qu'il y a aussi ce côté où on associe l'époque victorienne, bien sûr, à l'histoire de Charles Dickens, de Scrooge, donc qui va très bien dans cette atmosphère, et en effet, bien dit. Et voilà, on attaque quelque chose de vraiment nouveau. Ça fait bien plaisir de débuter des livres-jeux qui n'emploient pas d'épée ou de bouclier, de sorts magiques, mais plutôt, voilà, notre sens de la déduction, notre intellect et notre sens de l'observation. Et en effet, Sherlock Holmes, ce fut, comme on dit en anglais, Fred, un blast. Ce fut explosif, on a passé un très bon moment. Voilà. Et avant de parler de tout ça, bah écoute, voilà, c'est la période de Noël. Comment fut cette année 2022 ? En effet, entre nos déménagements, notre mouvement, chamboulement, un Patreon, voilà, qu'on n'arrête pas d'alimenter, toujours avec des petits épisodes bonus, des 400e. On a eu beaucoup plus d'écoute ces temps-ci via des petites annonces sur des groupes Facebook. Donc, on voudrait d'abord souhaiter aux bienvenus, salut, bienvenue, voilà, à l'émission, plaisir de vous retrouver. Et Fred, si vous voulez voilà, investir, et on comprend que c'est les périodes de Noël, du coup c'est un souci, c'est toujours un peu difficile ces temps-ci, ce qui est côté dépenses, mais voilà, après ou plus tard, si vous voulez contribuer à la production de l'émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, on sera à votre écoute, et c'est aussi une façon plus rapide, voilà, voilà, si vous avez besoin de communiquer quelque chose avec nous, nous proposer un livre, ou de discuter davantage de cette passion que nous avons tous en commun. Et Fred, écoute, alors toi, ton expérience Patreon, comment ce fut cette année ? C'est l'interactivité avec nos membres, faire des visages sur des noms, des personnes qu'on connaît depuis longtemps, des nouveaux arrivants, et franchement, ça se passe super bien. Et en fait, ce qui était vraiment sympa, c'est qu'aussi, le but c'était un peu de leur laisser le choix, et on est dans l'interactivité avec eux, et donc ils nous aident à choisir certains défis fantastiques et certaines séries. Et vous verrez que les Patreons, là, il y a une lutte finale historique là pour savoir quelle sera la prochaine série couverte par le PDVLH, à part la série Sherlock qu'on entame ce soir. Donc voilà, nous on est à l'écoute de nos auditeurs sur Patreonisons la parole, et ça fait vraiment plaisir. Donc moi je suis très content, et c'est vrai que c'est un truc qu'on voulait lancer depuis longtemps, et on est allé jusqu'au bout de ce truc là, et nous on s'éclate. J'espère que nos Patreons s'éclatent, et en tout cas l'ambiance est ludique, j'ai envie de dire. Ouais, on s'éclate bien, c'est absolument bien choisi comme mot, c'est très ludique. Là, en tout cas, pour parler un peu plus de ce qui se passe, c'est qu'on a un vote, pas pour sélectionner un défi fantastique, mais une série. Et donc, on a choisi 5 séries au début du mois, qui étaient donc les Chroniques Crétoises, les Épées de légende, l'Épouvante, les Messagers du Temps et les Destins. Et au vote, ce fut les Messagers du Temps et les Chroniques Crétoises qui se sont retrouvés dans un face-à-face, et qui le sont toujours pendant encore 2 jours là, depuis notre jour d'enregistrement. Et donc il y a un seul Patreon, et bien sûr c'est nul autre que notre Jean-Christophe Comon, qui justement m'a dit qu'il y réfléchissait et qui va bientôt déposer son vote. Donc on a hâte de voir, car ça va être celui qui va, c'est le dernier qui passe en fait au tir au but, qui va, pour parler un petit peu de non, c'est un mot tabou, tu peux plus utiliser ce mot-là pendant 10 ans là au moins. Oh là là, ça y est quoi, moi je t'admets que je suis pas le foot et je suis dans un autre pays, donc tout ce qui concerne le football, je suis complètement à l'ouest. Ça s'appelle le soccer là-bas, oui, mais moi je suis à l'ouest, c'est pas un sport qui est vraiment
suivi, donc on n'en cause pas. Il y a juste, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit les Français ont perdu. Ils ont perdu quoi? C'est qui est mort? Il me dit non au foot. Ils ont perdu quoi? Juste l'événement sportif le plus médiatisé, le plus connu et le plus historique et le plus. Non, ils ont perdu quoi? C'est encore mieux que le Super Bowl, le mec. C'est 10 fois mieux que le Super Bowl, personne ne comprend rien par vous. Mais j'ai pas critiqué, qu'est-ce qui se passe là? Putain, ça se voit qu'ils sont un peu vénères les Français là, hein Fred? Oh non, mais attends, c'était difficile, mais bon, après. J'ai juste les auditeurs, vous avez bien entendu, j'ai juste dit le mot tir au but, hein, c'est ce qui a démarré cette situation là. Enfin voilà, écoute Fred, ouais. Donc face à face, voilà, hein, pour utiliser un autre mot, le match final de boxe entre les Chroniques Crétoises et les Messagers du Temps. Jean-Christophe, on compte sur toi, je sais que tu feras un très bon choix, et puis pour nous, ça nous fera plaisir, de toute façon qu'importe, ces deux séries nous fascinent avec Fred, donc que ça soit l'un ou l'autre, on sera bien heureux de la démarrer en 2023. Écoute Fred, sur ce, les choses avancent, et puis en parlant d'avancement, en parlant de trouver des énigmes, des preuves, je te propose justement de plonger tout de suite dans l'ère victorienne et de rejoindre Sherlock Holmes, Watson et le neveu de Watson. Allez, à toutes. À tout de suite. Fred, nous voici donc à l'adresse iconique de Sherlock Holmes qui n'est nul autre que... Là, tu me prends au dépourvu, je vais oublier le bis, qui est très important. Et pourquoi c'est un bis? Parce que le bis n'existe pas. Non, c'est parce que c'est le deuxième appartement. Ah oui, c'est la chambre. Ah oui, c'est la chambre, pardon. C'est la chambre au deuxième étage. Enfin, techniquement en Europe, ça serait le premier étage. Ouais. Écoute, je voulais juste vous parler d'un petit truc parce que nous avons aussi un troisième investigateur qui est avec nous ici dans l'enregistrement, qui est donc nul autre que Sébastien de la radio G. C'est un chroniqueur radio de littérature interactive pour l'émission radiophonique Imaginaire. Sébastien fait vraiment un boulot fantastique. Tous ceux qui sont intéressés de retrouver ces émissions, ces thèmes et ces enregistrements, on va ajouter donc un lien dans les informations de ce podcast et on vous suggère vraiment de vous y rendre. Il y a énormément de choses à écouter. C'est vraiment un plaisir de découvrir le travail de Seb. Donc Seb est avec nous. Il nous écoute là en fait. Il est dans le green room, hein, comme on dit au théâtre, à la salle verte. Donc voilà, il nous écoute et on va retrouver donc Seb à la fin du podcast qui va donc discuter avec nous et nous poser quelques questions sur l'enregistrement. Donc contrairement à vous tous, les auditeurs, Seb en fait il va vraiment voir l'émission de A à Z, ce qui souvent est pas comment l'émission on finit Fred à la fin. Ah non, c'est pas un mystère, il y a un petit peu de coupe, il y a du montage. Par exemple, on a continué à parler du foot après la fin de l'introduction, c'est ça? Non, ça c'est faux ça. Allez, voilà, sans plus tarder, on vous propose justement de rejoindre 221 Baker Street. Fred, nous voici dans le salon de Sherlock. Il y a une odeur de tabac à pipe, une tasse de thé chaud en face de nous, un bon feu qui crépite. Assez de détails, comme vous avez vu, on est assez fan, hein, sans être vraiment trop approfondi, mais Fred, nous aimons beaucoup Sherlock Holmes. C'est un personnage iconique d'investigateur. Bien sûr, je dirais même que le trio, ça serait Sherlock Holmes, l'inspecteur Columbo, et Fred, tu mettrais qui en troisième place? Magnus Ridolf, celui de Jack Vance, forcément. Oh, intéressant. Bon choix, bon chi à science-fiction, bien sûr, bien approprié à Fred, c'est bon ça. Je t'avais dit pour Halloween, une fois aux US, je me suis déguisé en l'inspecteur Columbo. Tu parlais tout le temps de ta voiture. Alors voilà, justement, c'est l'hiver, Neglum et les dragons, les ghouls, sont partis hiberner dans les labyrinthes de la montagne de feu, et place au brouillard londonien, aux mystères, aux enquêtes policières, avec la série de Sherlock Holmes. Alors, la saga Sherlock Holmes est composée de 8 titres. Elle a été créée par les éditions américaines Iron Crown, Couronne de Fer, entreprise qui voulait apporter un renouveau dans les livres-jeux pour les personnes qui n'apprécient pas l'univers de l'Heroic Fantasy, qui voulait justement lire quelque chose de très différent. Et donc voici le premier volume, intitulé Meurtre au Club Diogène, qui est sorti en 1987 aux USA, et puis sorti 4 ans plus tard en France en 91.
Et puis en l'an 2000, voilà, il ne fut plus réédité, c'est la fin. Mais avant de commencer de parler des différents créateurs de ce livre, voyons voir ce qui s'est passé en France dans les années 80, comme d'habitude. C'est le moment nostalgique de l'émission. Et Fred, je crois qu'il y a un dessin animé qui nous a baigné dans l'enfance de Sherlock Holmes, qui est nul autre que... de Miyazaki, Sherlock Holmes, un dessin animé, oui, où on reconnaît la patte de son réalisateur, de son studio, j'ai envie de dire. Et là, si vous écoutez bien en arrière-plan, vous entendez le générique du dessin animé. Et ben, c'est ce que chante Amélie Mora dans le générique du dessin animé japonais, donc qui arriva en 1984 sur Canal+. Alors, c'est une série qui était multi-rediffusée et souvenez-vous, donc c'était des animaux en fait, qui représentait les personnages de Sherlock et surtout des chiens. Et Watson, c'est un Scottish Terrier, je crois, non, je me trompe un peu. Je crois que c'est ça, ouais. Et c'est vrai que donc il y avait la patte Miyazaki qui allait lui-même réaliser les premiers épisodes. Et la fameuse chanson du générique en français, c'est vrai qu'il y en a qui ont été marquantes. Celle-ci fonctionnait bien. Et eux, ils n'avaient pas sorti le film, parce qu'elle n'était pas sortie en 45 tours. Il a fallu attendre 2001, c'est 17 ans après, avec un CD 2 titres. Waouh, c'est ouf. Et ils avaient en plus changé l'orchestration, donc c'était une petite déception. Et en fait, pourquoi on vous parle un peu de cette Amélie Mora, c'est qu'en fait c'était la voix française du personnage beaucoup plus connu, on va dire encore que Sherlock Holmes, qui était Candy. Donc c'était la voix française de Candy. Donc une voix qui a bercé notre enfance, je veux dire. Et en parlant de bercer notre enfance, ça allait comment ce générique de Candy français ? Fred, tu t'en souviens ? Tu peux nous l'imiter ? Non, j'ai pas la dans le pays de Candy. Voilà. C'est le plus cool. aigu que je puisse faire. Écoute, c'est marrant que tu dans dis ça. tous les pays. Il y a tout peu. Ça y est, ça commence. C'est génial. Justement, ça nous amène à continuer à plonger dans l'univers. Eh bien, discutons, comme d'habitude, de la couverture de Daniel Horn. Alors, avant de parler de qui est Daniel Horn, discutons et critiquons ou analysons cette couverture que je trouve fantastique, Fred. Une mise en scène symbolique et sémiologique, vraiment top. Alors, vas-y Fred, décris-la nous et puis je vais rentrer un petit peu dans des détails avec toi par la suite. Oui, alors, en fait, il y a une espèce de perspective fuyante où il y a on va dire une brochette de personnages qui s'enfilent comme ça dans une espèce de ligne droite qui traverse une salle, un cossu salon de réception londonien, voire plus que ça, un club, un fameux club, le club Diogène, qui apparaît dans les histoires de Sherlock Holmes peu de fois, mais qui a laissé son empreinte, parce qu'elle a une règle particulière, vous verrez. Et donc il y a le mort au premier plan qui s'effondre comme foudroyé, les bras écartés, et avec une lettre qui s'envole, qui tombe à terre. Son voisin de fauteuil, j'ai envie de dire, un vieil homme, l'amiral Nelson, s'il me semble, qui le regarde éberlué, et au fond un aristocrate ou je dirais peut-être c'est le membre du gouvernement qui le regarde avec un peu de dédain, avec un flegme tout anglais. Donc tout ça, c'est avec la lampe de l'époque, les beaux tableaux. Franchement, elle cartonne, elle est dynamique et c'est vrai qu'elle pose une ambiance directe et on sent presque l'odeur du tabac et l'odeur du whisky, du brandy, quoi. Ouais, et super. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Et il y a un détail il y a deux détails en plus que je trouve vraiment top, Fred, qu'on devrait citer là-dessus. C'est qu'il y a donc une enveloppe à côté de ce mort qui est cruciale à l'histoire de ce livre-jeu. Et là, c'est vraiment un très très beau détail sur la couverture. Mais un deuxième détail que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'ombre d'une fenêtre qui est hors cadre, mais qui est donc projetée sur le cadavre. Comme si sa mort, c'était déjà une sorte de prison ou une mise en scène bien glauque. Qu'il va donc avoir une incarcération. Et en tout cas, ça met bien en encadrement la scène. C'est vraiment un très très beau détail de lumière. Et là, je vois qu'entre les deux éditions là, françaises, entre l'originelle et celle qu'ils ont fait après en 2000, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ce fameux souci qu'on a tant critiqué au podcast. C'est les premières éditions. Bien sûr, les titres sont tout fins, tout en haut, avec le nom de l'écrivain juste en dessous, dans les cartouches. Puis bien sûr, le titre bien placé en hauteur. Et ça permet justement d'avoir quand même plus que 3/4 de l'image qui est présente. Et puis bien sûr, dans ces deuxièmes éditions, le souci qu'on a, c'est que le titre « Un livre dont vous êtes le héros » prend
un tiers, voire plus, avec le titre du livre. C'est carrément la moitié de la couverture qui est couvert. Et donc, bien sûr, le titre Meurtre au club Diogène est aplati par-dessus les témoins du meurtre. Et ça abîme un peu cette mise en scène. On sent, Fred, que bien sûr, cette illustration n'était pas faite pour avoir un titre aussi large sur sa couverture, que ça abîme. Non, puis même, en plus du titre qui cache tout, les couleurs, elles sont beaucoup plus fades. On a l'impression même qu'ils ont fait une copie, tellement il y a moins de détails. Encore une fois, il y a l'édition française, des fois, en jeunesse, on se demande ce qui se passe, quoi. Les mecs sont payés pour faire un résultat pareil, mais moi, je le ferai même pas en amateur, tellement que c'est dégueulasse. Ouais, c'est pas top. Mais justement, ça va bientôt être à nous de prouver qu'on puisse tenir un standard, je vais dire quand même pour pas trop être méchant, mais aussi élevé de ce qu'arrive à faire Folio, quoi. Donc, on va voir. Alors, pour discuter justement de qui est Daniel Horn, alors c'est un dessinateur américain né en 1960, voilà, en Pennsylvanie. C'est à lui qu'on doit la couverture de ce livre. Hein. Daniel Horn se définit comme un peintre, un sculpteur et un constructeur de poupées. Alors, il a illustré plus de 400 couvertures pour les livres des jeux, normalement pour TSR, donc on peut dire que Daniel Horn, c'est quelqu'un qui vient de Donjons et Dragons. C'est sûr et certain qu'il a de la graine là-dessus. Alors, il aime préciser qu'il a toujours lu le livre quand il devait faire l'illustration. Et Fred, le fait qu'on voit l'enveloppe et les personnages dans la scène, ça montre que Daniel connaît l'histoire. Exactement, et j'ai dit, c'est bien qu'il le précise, que nous on se pose tout le temps la question si les dessinateurs ils ont lu ce putain de livre, parce que des fois c'est pas possible. Alors, Daniel, justement, il ne voulait pas faire du hors-sujet, comme certains, justement, de ses confrères. Comme tu l'as dit, justement, Fred, voilà, pour Daniel, c'était très important d'avoir une couverture qui est fidèle, donc, à l'histoire. Sa couverture préférée est pour le roman My Son the Wizard, traduit en français par Mon fils le sorcier. C'est un livre de Christopher Stachif. Il résume justement Daniel qui l'aime dessiner, et là j'ai pu illustrer une femme, un dragon et une forêt, et c'était une des couvertures qu'il a vraiment adoré à réaliser, un vrai plaisir pour lui. Il est aussi fan des monstres, les fameux monstres classiques de l'Universal, à savoir c'est Dracula, Frankenstein, le loup-garou, la momie, tous ces classiques. Et ce sont vraiment ses personnages préférés de tout genre, voilà. Et puis au bout d'un moment dans sa carrière, voilà, il s'est un peu lassé des peintures à l'huile, ça le fatiguait un peu. Il voulait innover. Et donc voilà, il a commencé à créer des poupées et des figurines de collection. Alors bien sûr, ça aussi, c'est tout un art, hein, entre le mélange de l'art de la poupée et de maquette. C'est toujours fascinant et vraiment intéressant. Pour ceux que ça intéresse ou ceux qui ne le savent pas, je vous propose de taper ça dans YouTube et vous allez voir beaucoup de constructeurs, constructrices qui font des poupées et des figurines d'action vraiment intéressantes. Et donc voilà, avec le temps, bien sûr, Daniel il prend un petit peu sa retraite et il aménage les choses pour que ça lui plaise, hein, et donc il ne travaille plus pour les éditeurs, mais voilà, seulement pour des commandes privées. Daniel, il fait ses commandes dans la journée et le soir, il est donc sculpteur. Vraiment intéressant comme carrière artistique, Fred. Oh, c'est sûr, quand tu commandes, on peut vraiment dire que maintenant c'est un artiste à la commande, presque à l'œuvre, donc c'est sans personne qui lui commande ses œuvres, il n'a pas de boîte d'édition ou ça derrière lui, donc je pense que c'est la meilleure situation possible. Et c'est vrai que nous son travail, on a encore une fois au 101e épisode, on retrouve aussi les dossiers de Fabien qui nous avaient manqué, et toutes ces images là qu'il nous a transmises de Daniel Horn, ça donne envie, on comprend qu'il a un tel succès, hein, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas la série Sherlock, si vous trouvez les couvertures, vous allez voir, elle est pas impressionnante comme celle d'Heroic Fantasy, mais vous allez voir, elle est vraiment très bien faite, et même anatomiquement, je veux dire, c'est de la lumière, tout ça, c'est vraiment un beau dessin. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Et là, en plus, c'est un peu bête parce que la transition se fait avec les dessins intérieurs. Et là, c'est pas la même mayonnaise, en tout cas en France. Fred, on peut dire aussi qu'il y a eu donc une différence, c'est que dans l'édition française, voilà, nous avons un tout autre illustrateur intérieur, qui est donc Gérard Delpierre. Très différent des dessins, on dirait qu'ils sont un petit peu faits au crayon parce que les scans ou les transmissions dans le livre sont pas de très bonne qualité, ça manque un peu d'encre ou le ray tracing des illustrations est pas très prononcé. Donc en effet, il y a un contraste énorme dans les deux types de dessins. Et je ne dis pas ça comme une critique, Fred, mais c'est que les dessins intérieurs font vraiment les illustrations qu'on voit dans les livres pour enfants. Il y a un niveau
très différent entre la couverture, qui est plus pour ados-adultes, qui serait même une très bonne couverture pour un livre de Sherlock Holmes, je trouve, que les illustrations d'intérieur qu'on a nous en France, qui sont, ça fait un peu comme les passeports, ou tu sais, un peu tous ces œuvres où on a des illustrations qui sont d'un niveau beaucoup plus bas, mais bien sûr c'est intentionnel, hein, c'est des illustrations pour des produits qui sont produits rapidement, qui sont faits pour un public très spécifique, donc c'est quand même des très bons dessins, mais voilà, on sent que le niveau est beaucoup plus bas. Fred, tu nous en parles justement de tout ça ? Bah déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que pour ceux qui sont habitués au dessin des filles fantastiques, l'encre noire, le contraste, bah là, en fait, le contraste, il n'y en a pas énormément. Tu dis, les formes sont un peu arrondies, ça fait un peu, pratiquement des dessins jeunesse. Faut dire que les cabochons mettent plus dans l'ambiance, presque. Avec la casquette et la pipe, t'es content quand tu les vois, tu fais ah ouais, Sherlock Holmes. Puis non, les dessins intérieurs, ils sont nazes, ils sont pourris. Franchement, c'est une déception totale. Je crois que j'ai pratiquement jamais été déçu par des dessins dans la série des livres de Le Héros. Franchement, c'est pas content, mais bon, du coup, on n'a même pas parlé du pauvre Gérard Delpierre. Il a beaucoup travaillé dans les années 80-90 pour les éditions Gallimard, et donc c'est lui qui a eu la tâche de dessiner des dessins intérieurs. Pour des raisons de droit, les dessins originaux de Daniel Horn n'ont pas été repris. Donc Gérard Delpierre, il a beaucoup travaillé, mais on n'a pas beaucoup d'infos. On sait juste qu'il est né en 1949 à Lomme, près de Lille. Il a fait ses études en art décoratif en Belgique. Et lui, il a plutôt commencé dans la publicité, les dessins pour livres de jeunesse, comme on disait. Et lorsqu'il a participé à cette première version des aventures de Sherlock Holmes, il avait 38 ans. Et maintenant, on n'a plus du tout d'infos. Gérard, si tu nous entends, désolé, on n'a pas voulu être trop vif, mais si tu nous entends, fais-nous signe. Ouais, et puis comme je disais encore une fois, c'est pas une critique, hein, on comprend tout à fait les illustrations de Gérard, c'était la commande qui était faite par Gallimard. Fred, tu sais, ça m'a pris du temps un peu à... C'est cette intention que je retrouve, et c'est un peu, tu te souviens ce livre pour les enfants, magazine qui s'appelle J'ai lu, c'est ça, non ? Ou Je lis, ou avec l'histoire de Tom Tom et Nana, les trucs comme ça. Je pense que j'ai lu, c'est une collection. Oui, c'est ça, c'est une collection de petites œuvres avec bien sûr des dessins qui sont faits pour un public beaucoup plus jeune, pré-ado, je dirais, et même enfant. Donc voilà, c'est un peu ce contraste qu'on a entre cette couverture où il y a carrément un homme mort, et puis à l'intérieur des images de Watson et Sherlock qui fument, qui se baladent, mais qui sont très très simples. Mais c'est un contraste. On peut pas le mieux dire que ça, hein, Fred, c'est un contraste entre la couverture et les images d'intérieur. En fait, c'est un peu de douche froide, parce que la couverture nous met bien dedans, et puis on fait bon, qu'est-ce qui donne le texte ? Oh, le texte ça va. Ouais. Donc, Et ben justement, en parlant du texte, qui est donc l'auteur ? Eh ben c'est Gérard Lientz. Alors, et puis comme on va parler de Gérard Lientz, on va aussi parler de la maison d'édition, qui est donc ICE. ICE qui est donc un sigle pour Iron Crown Enterprise. Donc, qui c'est un éditeur américain qui voit justement un énorme potentiel dans les livres-jeux. Donc il reste encore quelque part du gâteau, hein, des autres éditeurs, des autres livres-jeux qui ont été laissés par les autres éditeurs. Donc ICE, c'est spécialisé dans le jeu de société et jeu de rôle, mais voilà, il remarque que pas mal de personnes n'aiment pas l'heroic fantasy. Ils prennent le gâteau que peu de gens ont coupé une part d'eux, qui est les livres-jeux qui sortent un peu de la norme, voilà. Et ils choisissent donc de s'intéresser en les ciblant avec un thème non exploité par les auteurs-éditeurs, donc c'est l'enquête policière. Voilà, c'est pas le policier, le polar, c'est carrément l'enquête policière, justement pour un peu se désigner comme des livres-jeux, des livres interactifs. Alors, ils connaissent de réputation Gérard Lientz, il est féru d'histoire américaine et il intervient dans les journaux pour y faire des critiques pertinentes, et donc ICE lui propose d'écrire les volumes de la collection. Et donc pour éviter les problèmes de droit et à la confusion, voilà, ce qu'ils ont fait, ICE, c'est que ils ont dû indiquer sur leur livre que ces histoires de Sherlock Holmes ne sont pas écrites par Arthur Conan Doyle. À savoir, c'est un problème d'éditeur, c'est que Sherlock Holmes fait partie du domaine public. C'est toujours compliqué quand on fait des choses comme ça, mais c'est toujours très très intéressant aussi de savoir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà ce que fait ICE. Et
Et donc, pour parler un peu plus de Gérard, voilà, c'est un auteur américain né en 1950 à Nashville, au Tennessee. Il fut l'un des premiers membres de la Historical Simulation Society, qui est donc la société historique de simulation, un club renommé de jeux de société de l'univers de Virginia. Voilà. Même après ses études d'histoire, voilà, il y allait tous les vendredis rencontrer ses amis, jouer avec des étudiants, faire toutes ces simulations, ces jeux de rôle, ces jeux de société. Il aimait leur apprendre les règles, parfois complexes, de certains jeux, hein, surtout dans les années 50 à 70. Là, on est vraiment dans le berceau. On n'est même pas encore au début du jeu de rôle. On est encore à du chainmail. Hein, Donjons & Dragons n'existe même pas encore. On est toujours en grande bataille de Waterloo avec les soldats en plomb. Et tristement, voilà, et Gérard Lyons il décède à l'âge de 60 ans à la suite d'un cancer au cerveau. C'était quand même quelqu'un qui était vraiment passionné, qui avait beaucoup de lecteurs passionnés aussi de ses œuvres. Il aimait beaucoup aussi les comédies musicales. Voilà, il passait ses journées dans les livres quand il ne jouait pas. Ses amis racontent qu'il avait de nombreux romans écrits de ses mains. Mais voilà, il n'a jamais pu les compléter. Alors, son décès fut un grand choc pour son entourage. Il avait peu de famille, mais un énorme cercle d'amis. C'était un grand créateur, Fred, quelqu'un qui avait toujours plein d'idées, qui amenait plein de choses. Donc voilà, Gérard aura vécu de sa passion, des livres-jeux, et il a 37 ans quand est apparu ce premier volume de Sherlock Holmes. Et justement, Fred, je suis vraiment heureux qu'on puisse parler de Gérard et de son travail parce que c'est un magnifique travail. Déjà, les auditeurs, on vous le dit à l'avance, hein, Fred, je crois que c'est un coup de cœur ce Sherlock Holmes. C'est différent, non seulement cela, mais c'est aussi très amusant et vraiment bien ficelé comme livre-jeu enquête. Ça nous a bien surpris. Et on va vous en parler, bien sûr, beaucoup plus. Mais Fred, maintenant, on rentre dans cette version française. Si tu nous parlais justement du traducteur. Oui, c'est un peu une énigme, donc ça tombe bien pour notre histoire. On sait qui c'est, hein, c'est Noël Chassario. Il est très connu, mais il ne s'exprime que dans son travail. Donc, il a beaucoup travaillé pour les éditions Gallimard jusqu'aux années 2000. Plus de 150 traductions de livres à son actif. Et c'est essentiellement des livres jeunesse, mais aussi pas mal de romans policiers. Donc, sachez que vous avez sûrement lu un de ses traductions. Mais à part ça, que Chi, Walou, que dalle, j'ai envie de dire, pardon. Tellement que ça arrive souvent dans cet univers, mais bon voilà, nous les traducteurs on les salue. Et maintenant, après avoir rendu à César ce qui appartient à César, soyons accueillis au club Diogène, et on va voir qu'en fait le titre du bouquin il est un hommage donc aux histoires de Sherlock Holmes, c'est son univers, et en fait impacte un peu le lecteur, parce qu'en fait le club Diogène, ce n'est pas totalement le début de l'aventure, donc ça c'est intéressant. Ouais. Mais dis-nous en plus Xav sur le club Diogène. Oui, bien sûr. Alors pour vous parler un petit peu, on va entrer dans le synopsis avant de plonger dans cette histoire et parler justement de ce livre-jeu. Alors, auditeurs, auditrices, bienvenue au club Diogène. Avant de s'attaquer au synopsis et au décryptage du livre, on a un petit rappel des règles du club Diogène. Alors Sherlock Holmes, on parlera en quelques mots. Club prétentieux qui essaye de copier la noblesse et qui réunit des asociaux. Mycroft Holmes, et le frère de Sherlock Holmes, est l'un des cofondateurs de ce club très strict. Les membres du club ne doivent pas se parler entre eux et sont juste là pour se retrouver, lire dans le silence, dans un endroit confortable et luxueux. Ce club fictif a été inventé et présent dans 2 histoires écrites par Arthur Conan Doyle, bien sûr qui est donc le créateur de Sherlock Holmes. Malgré que ce lieu est un peu représenté dans l'œuvre de Doyle, il a marqué les esprits et n'a jamais été oublié jusqu'à ce jour, un peu comme le 221 de Baker Street. Le club Diogène, ce sont des lieux que les fans de Sherlock Holmes visitent toujours quand ils vont en Angleterre, à Londres. Fred, voilà le synopsis de ce qui se passe dans ce club Diogène. Mystère, qu'est-ce qui se passe? Club très sérieux, très strict. Écoute, avant justement de parler de ce livre, parce que ça me démange, il y a tellement de choses à dire, je pense qu'il va nous faire plaisir, parce qu'on a passé un excellent moment. Fred, excuse-moi, je t'ai pas laissé la parole tout à l'heure, mais dis-nous, parce que est-ce que tu partages ces mêmes intentions que moi, qu'on a vraiment passé un bon moment, c'était captivant, et plus simplement dit, c'était top? C'était pas mal du tout, mais avec le recul, que j'en ai pas énormément, mais j'ai comme sur 2-3 trucs sur lesquels je voudrais revenir, mais effectivement, c'est quand même une sacrée surprise.
Allez, sans plus tarder, pour se mettre dans l'ambiance, Fred, je me suis dit on va finir l'année sur quelque chose de différent. Je me suis dit des musiques victoriennes, c'est un peu trop facile pour parler d'une œuvre de Sherlock Holmes. Est-ce que tu connais la musique des Outsiders ? Du film ? Les Outsiders, ce sont des artistes qui composent de la musique, qui créent des chansons, mais qui ne se basent pas sur les codes de la musique. Donc ça peut te donner de la musique très abstracte ou justement des chansons mélodiques, mais des choses qu'on n'a jamais entendu parler. C'est... Simplement, on peut qualifier ça comme de la mauvaise musique ou de la musique de bas niveau, mais moi je trouve justement que c'est beaucoup plus intéressant et plus approfondi que ça. J'ai déjà essayé d'en écouter un groupe de métal qui chante avec Mike Patton, je m'en souviens plus de leur nom, là. Ils font de la musique là, non harmonique comme ça, mais franchement c'est fatigant, je trouve. J'espère que t'as pris un morceau. Ouais, j'ai pris un super artiste qui s'appelle R. Stevie Moore. Alors Stevie Moore, c'est intéressant parce que il compose chez lui, il fait du mixtape et il fait du double taping. Ça veut dire que à l'époque, avant Internet, les ordinateurs, il enregistrait individuellement ses instruments sur chaque piste avec plusieurs cassettes. Donc il a la batterie, la basse, tout individuel. Et puis il mixe tout à la fin justement pour créer le one-man show, le one-man band. Il fait de la musique qui est un peu du pop classique mais intéressante et qui est différente des normes de la pop qu'on a l'habitude d'entendre. Donc j'ai trouvé ce morceau qui s'appelle justement Part of the Problem. En français on peut traduire par qui fait partie du problème. Et je me suis dit que c'est un morceau de Outsider Music très très intéressant. Donc voilà, je te propose de découvrir ensemble, et puis tu m'en diras un peu plus par la suite. Quelque chose me dit que le Outsider Sound, ça va être la tendance 2023 dans le podcast. Je suis pas contre du tout, parce qu'il y a bien un morceau que j'ai envie de partager qui s'appelle McDonald's Rock'n'Roll. Je crois qu'une fois que tu vas l'écouter, tu vas me dire, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je vais dire, non, je te prends au sérieux. Moi, je vous dis quand même, il y avait une chanson qui est devenue culte dans le podcast, c'est le fameux reprise en Vaporwave de... celle-ci, il faut la mettre au moins tous les 5 ans. Top Kicks. Ouais. Oui. Tu veux quoi ? Tu veux qu'on fasse... On peut diffuser Pump Top Kicks là au lieu du Outsider. Tu veux faire quoi ? Ah non. Parce que vas-y, Pump Top Kicks, ça prend priorité si c'est nécessaire. Hein. Oh non, mais on va le caser à un moment, c'est sympa. Allez, on balance ça, on se met dans le bain et on vous dit à toutes. the novel. You can read the novel
brothers can say they are really happy that the number was successful and they now just have to cope with the day. Possible, impossible, it's possible, impossible, it's probable, improbable now. Possible, impossible, it's possible, impossible, it's probable, improbable now. You are just onto the problem. You're wonderful! Thank you. I'm aware of that. Thanks a lot. The winner is the president! Thank you. One more time. I appreciate it. Voilà, j'espère que c'était une découverte pour vous et que ça vous a un peu rafraîchi, détendu l'esprit, parce que là, maintenant on va se creuser les méninges avec. On n'est pas Sherlock, c'est important de préciser. On est le cousin du Dr Watson et c'est nous qui allons vivre l'aventure. Et en fait, nous, c'est vrai que les défis fantastiques, on découvre, on parle même plus des règles. Et ben là, surprise. Et voilà, comme c'est un éditeur américain et on pouvait s'en douter, mais les règles sont spécifiques. Et en fait, vous allez voir que c'est surtout une histoire de. Vous avez pas mal d'attributs, on va dire, qui sont assez importants. Il va falloir faire un choix judicieux. Donc on peut énumérer rapidement. Donc il y a la force, tout ce qui est épreuve de force, rapidité, tout ça. Habilité, c'est plutôt pour se déguiser ou maîtriser son corps, la souplesse. Intuition, c'est l'intuition du détective. Communication, c'est votre façon de vous exprimer, comment vous arrivez à prendre les autres, à cerner leurs intentions, tout ça. Observation, votre sens d'observation, si vous repérez les éléments incongrus. Et les connaissances, qui sont toutes vos sommes de connaissances qui peuvent vous permettre de faire des déductions ou des. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'en fait, c'est un peu à la manière d'un jeu de rôle. Si vous voulez, vous pouvez créer votre personnage. Et putain, ça c'est royal, ça. Je veux dire, dans un livre dans The Clero, c'est pas si souvent. Et là, on peut créer son personnage. Alors attention, ce que je veux dire, l'octroi, le fait que vous puissiez faire ça, c'est un peu un bonus, mais c'est à double tranchant parce que ça vous fait des sacrés malus. Donc c'est un truc auquel il faut réfléchir. Mais je pense que pour ceux qui connaissent bien l'aventure, ils peuvent tout mettre dans ceux qui sont plus utilisés et délaisser les autres. Parce qu'en fait, le principe, c'est que vous avez un bonus de +1 partout. Force, habilité, intuition, communication, observation, connaissance. C'est-à-dire dès que vous jetez vos 2 dés de 6, ou rajouter un +1 au score. Et en fait, les épreuves, c'est un niveau de difficulté qui sont un score à atteindre. Ça peut un peu varier, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mais en gros, quand vous faites la moyenne, on va dire, si on simplifie un peu, vous réussissez. Donc ce bonus de +1, il est assez intéressant. Après, moi, j'étais tellement content de pouvoir créer un personnage que j'ai décidé de créer le mien. Et après, donc on va peut-être un peu comparer avec celui qu'a fait Xav. Et juste pour finir dans les règles, sinon, c'est que le système fonctionne avec une espèce de système d'indices et de déduction. Les indices sont des indices, je veux dire, avec des lettres. Et les déductions, c'est des chiffres, un nombre. Et donc, ça permet aux auteurs de comme ça de savoir un peu par où vous êtes passé. Et ça, vous savez, quand vous récupérez un, vous avez une information qui est assez importante. Et tout ça, mis à bout, vous permettra peut-être de résoudre l'intrigue. Donc, c'est assez bien fait. Et donc, pour revenir à la création de perso, le petit système qu'ils ont fait, qui est un peu en notre défaveur, mais qui est quand même testant à faire, c'est de dire, en fait, normalement, vous avez +1 partout. Vous pouvez mettre +2. Ah oui, en fait, c'est ça, vous avez 6 points à répartir. Donc, il y a 6 caractéristiques, ça fait 1 partout. Par contre, vous pouvez décider de mettre, en fait, +2 ou +3 dans une caractéristique. Donc, vous avez toujours vos 6 points à répartir. Et là, la subtilité, c'est que si vous n'avez pas mis de points dans un attribut, un des 6, en fait, vous avez un -2. Donc, en fait, j'ai mis 0 en force. Mais en fait, j'ai pas force 0, j'ai force -2. Donc, ça fait un petit désavantage, mais je pense que toi et moi, Xav, on a décidé de personnaliser notre enquêteur, donc on s'était mis des points forts
Et moi, je sais, j'avais mis un bonus en intuition et observation. J'avais gardé connaissance, habilité au même niveau, le plus 1. Et donc, j'avais un malus de -2 en force et en communication. Mes caractéristiques faibles, c'était la force et l'habilité, donc ça se voit que je suis le gringalet. Je suis pas le super balèze. Et puis après, j'avais un tout petit peu de sens de l'observation avec un seul point. Mais et puis la communication aussi, donc l'observation et communication, pareil. Moi, je me suis un peu adapté au système de Sherlock Holmes. C'était l'intuition et les connaissances. Parce que ça, c'est sûr que Sherlock, avec sa librairie de savoir, et puis son intuition qui est incroyable. Donc je me suis concentré là-dessus. Intuition et connaissance avec un +2. Et puis voilà, donc à savoir la force, il fallait s'y attendre, très très peu utilisé force et l'habilité dans ce livre. J'ai lu 2 fois le livre et j'ai fait plusieurs fois certains passages qui sont vraiment intéressants sur les différentes possibilités. C'est un livre-jeu, comme on aime bien dire, Fred, qui est le terme entonnoir. Celui-ci ne l'est pas du tout, à part bien sûr pour la résolution de l'enquête encore, qui peut avoir différentes fins. On y viendra, mais là sur cette construction de fiches de personnage, si je peux critiquer Fred, je trouve que la pénalité de ne pas mettre de points, d'avoir un -2 est très très sévère. Je trouve que les jets sont vraiment difficiles et il n'y a pas besoin d'avoir une pénalité, que déjà, à savoir sur 2 dés de 6, on peut bien sûr rouler un 2, ce qui est terrible. Donc d'avoir un -2, je trouve ça vraiment, vraiment dur. Ah oui, moi je veux dire que donc en fait bon ça on peut le dire en fait on est enquêteur, on va mener une enquête, donc on va interroger des personnes et donc là la communication est très importante. Moi avec mon malus il y a plein d'infos que j'ai loupées comme ça en fait, parce que les mecs voulaient pas me répondre, m'envoyer chier. Et donc c'est en fait toutes les caractéristiques sont importantes, donc en fait laisser un +1 partout, c'est quand même je pense le meilleur choix malheureusement. Parler un petit peu là-dessus sur les règles, j'ai envie qu'on passe un petit moment, Fred, à expliquer comment marche ce système de jeu, parce que c'est très important. Après on va discuter de l'histoire, mais donc Fred, comme tu l'as dit, il y a donc 3 détails très importants. Le tout premier, bien sûr, c'est des indices. Quand on trouve des indices, on nous le dit déjà ce qu'est l'indice, et on nous donne une lettre de l'alphabet. Tout ça, c'est juste pour les mécanismes du jeu, mais l'indice lui-même est très important, parce que dans ce livre, on fait pas des déductions simplement en faisant des jets de dés, on fait aussi des déductions avec des choix que nous devons faire par rapport aux indices. Alors, on va rentrer là-dedans tout de suite, on continue juste avant, sur ces 3 petits détails importants. Les indices qui sont des lettres. On a après des décisions que l'on a prises qui vont affecter le futur. Les décisions, souvent, c'est des chiffres. Donc on nous dit 4, 8, 12, voilà, prenez la décision 12, notez, souvenez-vous-en. Un exemple parfait au bout d'un moment, c'est qu'on a donc l'un des irréguliers. Les irréguliers, c'est les enfants pour lesquels les enfants qui travaillent pour Sherlock Holmes, de Baker Street, même partout à Londres. Donc des fois, il y en a un qu'on va envoyer en filature, et on choisit qui il doit filer, et on nous donne donc la décision avec un numéro. Comme ça, on se souvient de qui on lui a dit de filer. Et le dernier, bien sûr, ce sont nos déductions. Au bout d'un moment, on va faire des petites déductions pour, bien sûr, résoudre l'énigme en question, et donc les déductions, c'est des chiffres qu'on nous donne. Donc voilà, c'est 3 atouts. Comment ça marche ? Alors, prenons une mise en scène très classique, c'est la première, il y a 3 enquêtes dans ce livre. La toute première, c'est un peu le prologue, c'est qualifié comme la première enquête, mais c'est Sherlock Holmes qui nous dit, bien sûr, il déduit que Dr. Watson, qui vient de récupérer son journal, qui lui a été livré à l'appartement, s'assoit à son bureau, et Sherlock déduit déjà qu'il est en train de regarder les résultats de l'hippodrome. Watson lui dit « Mais comment est-ce que vous avez su ?» Et donc c'est à nous justement de faire la déduction, comment il a su. Comment ça marche ? Alors bien sûr on fait des jets. Si on réussit les jets, on nous donne des indices. Si on rate les jets, on peut nous donner des indices aussi, mais ils seront moins importants. C'est quand même des indices qui vont nous aider à déduire, mais ils sont moins efficaces. Par exemple, l'exemple parfait, c'est s'il y a une scène de crime, le premier indice, c'est on voit le cadavre qui a été tiré dessus. Donc on sait qu'il a été tué par un pistolet. Mais un indice plus important serait que on voit que la balle a été tirée d'une distance. Donc on sait tout de suite que c'est un tireur d'élite qui a assassiné et non quelqu'un. Ça veut dire que voilà, l'homme qui a été assassiné n'avait pas vu qui était son meurtrier. Voilà, bref, un petit exemple de la différence d'indices. Donc même si on rate, nous avons quand même des indices, ce qui rend la déduction plus difficile, mais toujours possible. Et comment ça marche, cette deuxième partie, comment ça rend possible ? Parce que le livre nous demande aussi de choisir les déductions. Donc on nous dit d'abord, est-ce que vous avez l'indice A, Z, B ? Si on dit oui, non, sur certains, ça nous amène à certains paragraphes qui disent, ok, vous avez réussi à trouver ça, vous savez donc que ceci et cela, ça veut dire ça.
quelle est votre déduction? Est-ce que vous pensez que machin a tué, ou est-ce que c'est machin qui a tué, ou est-ce que c'est machin qui a tué? Et c'est là où en fait ça change nos possibilités de choix. Donc c'est un peu comme si on nous tenait par la main dans ce livre-jeu pour résoudre les énigmes, on nous aide un peu, mais on nous laisse quand même prendre les décisions. C'est qu'on nous dirige dans le bon sens via les indices que l'on trouve. Bien sûr, cela est nécessaire pour un livre-jeu où il faut une structure, sinon c'est trop difficile, sinon il faudrait que ça soit une BD dont vous êtes le héros où tout est sur le sens visuel de l'observation et on peut faire des déductions, mais là je trouve que ça marche très bien, c'est très efficace, et les déductions justement qu'on fait entre-temps nous permettent de développer l'histoire, et c'est le livre en fait qui essaie de comprendre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté comme indice. Et à la fin, bien sûr, une déduction où, sur ces 3 investigations, c'est un peu la mort subite. Donc soit on a l'échec, soit on a la résolution. Et les déductions, c'est ce qui se passe entre-temps. Donc on peut avancer si on a besoin de plus de preuves, ou si déjà on a réussi l'indice, on va nous faire accélérer à travers l'enquête, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Et donc à la fin, vous allez désigner qui est le coupable, qui est le meurtrier, qui a volé quoi, et vous allez voir tout de suite, en tournant la page, que non, l'enquête a merdé, recommencez tout, ou vous avez réussi, et on passe donc au prochain chapitre. Fred, j'ai trouvé ça vraiment très bien construit, très difficile, hein. Franchement, Gérard a dû faire un boulot incroyable sur le tableau d'imagination, hein, de l'écriture, le diagramme de son livre, mais on se sent comme un investigateur, et les jets de compétences marchent pour l'immersion d'un côté jeu de rôle de l'histoire, je trouve. Oui, c'est très simple. Hein. Donc, si les 6 attributs dont on vous a parlé précédemment, un score à atteindre, vos bonus-malus en fonction de ce que vous avez fait. Des fois, donc, il augmente un peu le curseur quand c'est des connaissances un peu plus... Genre, la plupart du temps, vous faites 7, vous avez réussi. Des fois, ça monte à 9. Voilà, des choses comme ça. Ou des fois, il y a 3 possibilités. Ou des fois, il y en a 4. Donc, il s'amuse un peu avec ça. C'est vraiment très accessible, très rapide. Effectivement, la force ne sert pas beaucoup. On vous l'annonce, il n'y a pratiquement pas de combat dans cette aventure. Donc c'est vrai que tout change. Et on voit, au début, on se pose des questions. C'est vrai qu'on voit des listes entières blanches, indices, déductions, les trucs de 20 cases. Tu fais, c'est quoi ce bordel? Comment ça va marcher, tout ça? Et en fait, c'est très naturel. On assiste à une scène. Ah, c'est important pour l'histoire. Bah, vous avez l'indice Z. Vous avez fait la déduction en allant que les 2 sont frères. Hop, vous avez la déduction 10. Voilà, ça en fait ça fonctionne très bien. Et en plus, comme tu disais, c'est pas d'entonnoir. En plus de ça, non plus, c'est pas une impasse. C'est-à-dire que il y a différentes façons de terminer. On peut foirer une première fois et se rattraper. J'ai vraiment trouvé que c'était un livre qui prenait soin de son lecteur, en plus qu'il le prend pas pour un con. Ça, c'est toujours appréciable, et on va dire que là, on voit même un peu le côté pédagogique du bouquin, et pour un roman jeunesse, c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que moi, j'étais assez bluffé par leur système. J'avais peur qu'après qu'il y ait des erreurs de traduction, qu'on me donne des mauvais paragraphes, tout ça, ça va être complètement foiré le truc. Il semblerait qu'il n'y ait pas trop d'errata dans celui-ci. Et ouais, je me suis pris au jeu. Par contre, je regrette juste simplement que, en fait, certains indices dépendent d'un jet de dés. Et des fois, bah, moi, en communication, ça m'a vraiment, j'ai l'impression desservi, parce qu'à un moment, on enchaîne les entretiens. Et ouais, à chaque fois, on peut faire, pas tout le temps, mais quand ils vous demandent de faire des communications, vous savez, si vous foirez, vous obtenez rien du tout. Hein. Mais bon, bref, on en parlera, on compare un peu l'aventure, mais moi, je me suis trouvé dans pas mal d'impasses, et ça m'a pas empêché d'avancer. La structure est intéressante aussi sur la façon d'obtenir des indices, parce qu'une fois j'ai fait un échec sur un indice, et c'était au bout de ma 2e lecture, donc j'ai triché bien sûr pour voir ce que révèlent les différentes possibilités. Et ben là, c'était un indice que j'avais eu dans ma première lecture du livre, en réussissant un peu plus tôt dans l'histoire une autre énigme. Donc c'était par rapport, en fait, on rentrera, c'est dans la 2e histoire de l'hippodrome, on voit qu'il y a un certain calmant qu'ils utilisent pour les chevaux, et c'est parce qu'il y avait un vétérinaire qui discutait derrière moi, il était bien bourré dans le stade de l'hippodrome, et j'ai vu dans sa trousse justement le calmant. Et la deuxième façon que j'ai trouvé, c'était en fouillant le cabinet du bureau d'un des managers des chevaux, où j'ai vu le médicament. Donc un c'était en échec et l'autre c'était en réussite, différentes façons comment j'ai obtenu le même indice, mais voilà, différentes possibilités. Donc c'est bien, ça veut dire que le livre, il a quand même l'enquête a quand même un système de rattrapage. Ce n'est pas très grave si vous échouez
vos jets de compétences. C'est pas du... Excuse-moi, hein, mais c'est pas du Ian Livingstone, quoi. C'est pas parce que t'as merdé que c'est foutu d'avance dans l'histoire, il y a aucun souci. Il y a plusieurs façons de rattraper. Et ça, je trouve ça top parce que ça m'encourage à continuer et à ne pas tricher, à vivre vraiment une histoire, une expérience personnelle. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que moi non plus, là j'ai pas eu trop la tentation de tricher, et pourtant tous les abons et mes tests étaient vraiment en mode défaveur. Je me dis c'est pas grave, je vais y arriver quand même, je sens que je suis un peu accompagné, mais bien fait en plus, parce que pas frustrant, et tu le vois pas trop non plus. Et ce qu'on pourrait aussi dire aussi, on a beaucoup parlé des règles, mais aussi une fois l'histoire est vraiment bien contée, c'est plus que correct, c'est plutôt très bien. Moi j'ai trouvé vraiment que c'était très fluide. Et là, un bon moment, et puis surtout, moi je connais Sherlock Holmes, je suis pas un fan assidu, mais j'en ai lu quand j'étais jeune, j'aime beaucoup. Moi, l'époque victorienne, c'est l'époque qui me plaît bien, avec différentes références dans cette époque, cet univers. Et c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que là, leur système, il fonctionne, on a emporté, et j'ai envie de dire, en plus, ils nous font apprendre le truc un peu crescendo, parce qu'effectivement, il y a trois enquêtes. Et donc la première, plutôt que de trouver ce que disait dans le journal de Watson, en fait, il écrit une missive, il nous demande de deviner si c'était un roman ou une lettre. Oui, c'est ça. Ça, c'est la première enquête. La deuxième, c'est il y a donc on va à l'hippodrome avec Sherlock et Watson, et un cheval qui était spéculé d'être le gagnant est complètement endormi pendant la course. Donc on enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu lieu de tricherie ou pas. Et bien sûr, ça c'est quand même un gros morceau du livre, j'ai envie de dire que c'est des trois quarts du livre, c'est l'enquête à l'hippodrome. Pendant tout le livre, je te jure, j'arrive vers la fin du livre, je me dis mais je sais, parce que je vois combien de pages je tourne, combien de paragraphes je lis, je me dis mais qu'est-ce qui se passe là, il est où ce meurtre au Club Diogène? Et en fait c'est la troisième enquête qui est le dernier quart du livre, j'ai envie de dire, c'est le dernier quart et c'est tout petit, mais c'est une super enquête, très courte, mais super intéressante. Mais c'est sûr que nommer son livre Meurtre au Club Diogène, c'est 10 fois plus vendeur que Arnaque à l'hippodrome, quoi. Ah oui, t'as trouvé que toi, l'hippodrome, c'est vrai que c'était long, mais j'ai pas l'impression que c'était plus long que le Meurtre au Club Diogène. J'ai l'impression que t'as quand même pas mal d'entretiens. Intéressant après, ça, j'ai sauté tous les interviews parce que j'ai trouvé une pièce un indice en fait qui m'a tout de suite donné une réponse, on va en parler, mais c'est cette fameuse lettre qu'on voit par terre là au Club Diogène qui pour moi m'a révélé tout de suite qui était le meurtrier. Alors Fred, justement, on peut parler un petit peu de ces trois enquêtes, La toute première, comme on a dit, c'est donc l'enquête de savoir qu'est-ce que Lee Holmes. Tu veux que je te la déduise rapidement pour nos auditeurs, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'avais apprécié, c'est qu'il y a des tests, mais aussi, il te décrit ce qui se passe, et c'est à toi, après, tu préfères tes propres déductions, ça. Une bonne façon aussi, quand on joue à des jeux d'investigation, c'est de se poser ces 5 questions qui sont cruciales à une investigation. C'est ce que je fais souvent quand je joue à l'appel de Toulouse ou à des jeux de rôle de mystère. Donc ces 5 questions, c'est qui, quoi, où, quand ou comment. Le fait de répondre à ces 5 questions, je trouve que ça résout, c'est un classique, mais ça aide énormément, et c'est ce que j'ai fait pour ces 3 enquêtes, et je t'admets, Fred, que ça a joué énormément dans ma réussite, quoi. J'étais à fond dedans. C'était super amusant, j'ai passé un très très bon moment. Mais donc, pour retourner sur cette première enquête, qu'est-ce que lit le Dr Watson? Là, on fait beaucoup de déductions. De 1, c'est Watson est à son bureau. Et là, en fait, on parle plutôt du maniérisme de Watson. On sait que Watson est à son bureau, c'est parce qu'il écrit, il est à fond. Et quand il est à fond dedans, c'est souvent qu'il rédige les nouvelles des enquêtes de Sherlock et Watson, de deux. Et après, mais on se dit, mais peut-être qu'il écrit une lettre aussi, parce qu'il parlait qu'il avait une correspondance en cours. Et c'est là, justement, où on observe, on voit qu'il y a donc des papiers chiffonnés par terre. On sait tout de suite que c'est l'habitude de Watson qu'il a quand il écrit de nouvelles, c'est qu'il recommence. Et voilà, on apprend au fur et à mesure, on déduit, on utilise nos indices. Il faut donc réussir des jets pour avoir des bons indices, mais aussi, comme on a dit plus tôt, voilà, faire des déductions nous-mêmes pour réussir cette première petite enquête. Moi, j'appelle ça vraiment le tutoriel, quoi, du jeu. C'est vraiment pour nous mettre dans le bain. Oui, c'est ça. Oui. Et donc voilà, ça nous amène donc à cette grande enquête, l'hippodrome, avec Irish Star, c'est ça, ce fameux cheval qui a été drogué. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est sur la colline, on regarde le match de loin. Watson est heureux comme tout parce que son cheval a gagné.
Non, Irish Star, Oui. c'était le favori de Sherlock. Parce que les chevaux, bien sûr, ne courent pas toujours à fond, ils gardent souvent leur force, donc ce qui veut dire qu'il y a déjà quand même un petit soupçon. Et puis bien sûr, on observe, on voit des choses un peu bizarres, des échanges, des hommes de main qui sont pas supposés être dans les box des chevaux, comment on appelle ça, un palefrenier un peu suspicieux, un jockey qui ne dit pas tout à fait la vérité, et donc voilà, on entre dans l'enquête. Il y a des interrogations qu'on peut choisir de faire ou pas, savoir que ces interrogatoires nous aident, mais sont pas nécessaires. Tout est toujours une question de si on s'y attarde, est-ce qu'on peut trouver un indice qui peut nous aider. Mais si vous pensez avoir déjà résolu un peu l'énigme ou résolu cette phase, le livre vous propose justement de sauter ces possibilités-là, ces enquêtes, et d'avancer. Et je trouve que c'est très très bien réussi, Fred. Il y a une bonne mise en scène, il y a un bon sens de l'exploration, d'enquêter, et quand on commence à nous demander de faire des petites déductions, si on a plusieurs indices, c'est intéressant, on nous dit pas quelle est la déduction. On nous dit de mettre les lettres ensemble et on pense que c'est ça. On pense que c'est ce résultat-là. Mais c'est bien parce que quand on nous donne la lettre des indices, ce que je faisais, moi, c'est je mettais la lettre de l'indice, mais je mettais aussi ce que indiquait cette lettre de l'indice. Donc par exemple, tu vois, j'ai mes notes ici, mais genre le Z, je vais prendre plutôt mes indices de la course de chevaux. C'est que voilà, j'avais l'indice F qui est intéressant parce que c'est John Oliver, donc John Oliver qui est donc le palefrenier, a parié sur Irish Star. Je me dis bon, s'il se parie sur lui-même, c'est qu'il était quand même certain que le cheval devait gagner. Comment ça se fait qu'il n'a pas gagné du tout? On continue à enquêter. Il y a un autre indice que j'avais, c'était intéressant, on apprend en fait qu'il y a un propriétaire qui s'appelle Lord Hampton, quelque chose comme ça, c'était qui déjà, Hampton quelque chose, veut acheter justement le cheval, c'est ça, non? Oui, il veut acheter Irish Star, le Lord Hampton. Et on se dit, ok, ça veut dire qu'il a un intérêt là-dessus, mais au bout d'un moment, tu vois, je déduis, je me dis, mais forcément, les chevaux de course, c'est très très cher, mais sauf s'ils perdent carrément leur valeur à l'achat. Donc, est-ce que Lord Hampton a essayé de faire perdre l'Irish Star pour qu'il l'achète à prix plus réduit? Mais en plus, en fait, celui qui nous demande de faire l'enquête, c'est le colonel Stuart, donc le propriétaire du cheval perdant. Et en fait, lui, il est au bord de la banqueroute, donc c'est aussi ça. Là, ça ferait son cheval Star vaut moins d'argent. Lui, il a besoin d'argent. Il perd la course, il vaut encore moins d'argent. Donc oui, c'est un peu un système pernicieux. Pour résoudre l'enquête, Fred, tu vas raconter un petit peu ce qui se passe, vite fait, la déduction, enfin la résolution de cette super énigme. Je pense que c'est un peu différent. Moi, c'est en allant voir le propriétaire du cheval, le gagnant que j'ai vu, c'est que par rapport, en fait, on sait qu'il était drogué parce que on l'apprend assez facilement. Parce qu'on sait que là, normalement, c'est un cheval qui doit concourir dans les catégories supérieures. Et là, en fait, il était un peu, c'est comme si un pro, il courait en amateur, quoi. Normalement, il devait gagner. Donc, le fait qu'il n'ait pas gagné, c'est qu'il y a eu un soupçon. Bon, bref. Et donc, on pense effectivement, donc c'est Lord Hampton le coupable avec l'aide du palefrenier. Moi, j'ai mis. Et en fait, les déductions, on n'a pas de preuve formelle à part le poison, tout ça. Moi, j'avais pas de déduction formelle. Écoute, moi, ma déduction, c'était quasiment pas loin de toi. Hein. C'était vraiment ça dans les grands détails. Hein. C'est donc le Lord Hampton qui a utilisé le palefrenier, hein, John Oliver, pour administrer justement la dose de poison qui s'appelle donc, j'ai mis DO. Ouais, voilà, c'est ça, distillation d'opium. Que j'ai appris par un vétérinaire ce que c'était. Et en fait, il a fait ça, comme ça, le cheval perd, et il peut l'acheter à prix réduit, voilà, et au lieu de prix fort. Ce qui était plus intéressant, et c'est quelqu'un, en fait, qui est comment dire, très véreux, parce que c'est un lord très très riche, mais il est vraiment intéressé sur la réputation de son écurie, donc pour lui, c'était sûr et certain que Irish Star ne pouvait pas gagner, et c'est un avantage en même temps. Comme ça, il garde la réputation de son écurie, et en même temps, il achète un excellent cheval qu'il ajoutera à son écurie. Donc voilà, très très simple d'une façon, comment dire, dans les stéréotypes et les standards d'une bonne enquête, hein. Ouais. Mais je voudrais revenir sur une phase qui est marrante, justement, c'est qu'on peut... en fait, Sherlock Holmes n'a pas le temps de s'occuper de cette enquête, donc il nous la lègue, parce qu'on l'a un peu rassuré dans son cabinet en résolvant sa petite énigme qu'il nous avait posée. Et en fait, il nous donne accès à ces informateurs, là. Et en fait, on peut leur demander à la fin de la course, qu'est-ce qu'ils veulent suivre. Moi, j'avais fait suivre
les deux jockeys, je crois, ou dans ceux qui traînaient dans les box là pour les paris, là, les mecs de la paix. Oui, les deux mecs là, les deux gars qui sont super chelous, qui ont administré le poison, qui l'ont fait bouffer au cheval. Et en fait, ouais, je sais plus comment il s'appelait. Et en fait, moi, ce qui est marrant, donc, c'est que t'as un rendez-vous au bar pour retrouver tes informateurs. En fait, moi, je suis tombé sur le jockey de l'Irish Star là. Et en fait, j'étais tellement nul en communication qu'en fait, ses potes, ils m'ont expulsé du bar. J'ai même pas pu voir mes contacts. J'étais dégoûté, quoi. Et puis, Fred, je crois que c'est ce qui nous amène à parler justement de la troisième enquête, la toute dernière. Hein. Enfin, moi, je dirais vraiment la deuxième, parce que cette première enquête, c'est vraiment un tutoriel. Mais donc, le meurtre au club Diogène, que j'ai résolu assez rapidement, mais c'était vachement bien fait. J'étais pas déçu justement de la durée du jeu. Alors, ce qui se passe au premier, c'est voilà, il y a donc un meurtre au club Diogène, il y a Mycroft, le fameux frère de Sherlock Holmes, qui est là. Donc il y a un meurtre, et Majordome est là, nous accueille, on peut commencer l'investigation, Sherlock est là, on peut lui demander de nous aider ou l'envoyer. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que c'est en méta, c'est comme, est-ce que je veux démarrer l'enquête en mode facile ou en mode difficile ? Tu vois, en demandant à Sherlock de l'aide. Donc c'est assez bien fait, je trouve ça en gameplay, c'est voilà, pour ceux qui veulent une difficulté un peu plus accrue du jeu, quoi, pour la résoudre. Parce que bien sûr, si on rate, on peut tout recommencer, et il y a énormément de choix, énormément de possibilités, hein, donc c'est très facile de faire 3 ou 4 fois l'enquête en découvrant quelque chose de toujours nouveau. Et vas-y Fred, vas-y en premier, parce que moi, comme je t'ai dit, je l'ai résolu plus vite, et toi, je crois que t'as passé un peu plus de temps, donc dis-moi ton expérience pour trouver le meurtrier au club Diogène. Parle-nous-en justement de qu'est-ce qui se passe, qui s'est fait assassiner, de quoi il en est. Donc en fait, le club Diogène, c'est le club. En fait, le problème, c'est que Sherlock Holmes appartient au club et donc en fait est témoin. Donc il peut pas enquêter sur l'affaire vu qu'il est lui-même entre guillemets témoin. Mais son frère et en fait c'est un des membres fondateurs du club, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Donc en fait, donc Sherlock Holmes, pour ses dédouanes quand même, hein, c'est pas lui. Il nous indique que le défunt n'était pas forcément apprécié. Il le nomme même. Il dit qu'il est mesquin et retors, malgré que ce soit un lord. Et en fait, il faut savoir que ce lord-là, c'est le cousin du colonel dont le cheval s'est fait droguer juste avant dans votre turf. Là, il y a un petit lien de parenté. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, bref. Donc, il est mort. Son frère, on examine, en fait, assez rapidement, on examine le corps. Et soi-disant, il était empoisonné par un verre de brandy. C'est ça, la rumeur. En fait, ce qu'on pense. Et on trouve aussi un mouchoir imbibé d'alcool. Et il y a la fameuse lettre qui en plus envoyait la mauvaise adresse, bref. Et donc au début, on va parler au personnel de l'hôtel. Et après, on va pouvoir interroger tous ceux qui étaient là à l'instant du meurtre, sachant qu'il y a aussi des gens qui étaient là dans la même pièce que le défunt. Donc tout ça, ça nous fait un peu une façon de procéder qui va être faite. Et donc là, on a vu le corps, on a un peu saisi par la scène. On passe forcément rapidement au personnel, sachant qu'en fait là c'est le président du club qui nous accueille, on en reparlera juste après. Donc on interroge le barman, il nous dit que le défunt il buvait pas de brandy normalement, et qu'il buvait un vin particulier. D'ailleurs il y avait un indice là-dessus, mais moi j'ai foiré mon test de connaissance, je sais pas si tu t'en souviens. Au barman, c'est ça ? Ouais, il disait que le défunt ne buvait pas de brandy, il nomme un vin français particulier, là je m'en souviens plus. Ah, je savais pas ça. Tu peux faire un test de connaissance, mais en fin de compte, il est assez difficile, qui est de 9 à 12. Et donc, je sais pas ce que c'est. J'ai pas interrogé le barman, moi. Pas du tout. J'ai interrogé le majordome. Et en fait, c'est après qu'on peut en fait ouvrir la lettre. Et là, qu'en fait, qu'il y a une lettre cryptée. En fait, on comprend assez rapidement parce que elle a un sens, mais le sens, il est un peu foufou. Je sais pas comment vous dire. C'est une phrase qui peut se lire, qu'on peut penser presque que ça veut dire quelque chose, mais en fait, votre instinct vous dit que ça veut rien dire et qu'en fait, il y a un code. Je sais pas, j'ai trouvé c'est assez bien fait, parce que c'est à la fois, c'est presque subliminal, presque. C'est pas obvious, comme on dirait en anglais. Et j'ai trouvé déjà que c'était ça. Et par contre, moi, j'ai trouvé que le code était assez difficile parce que je l'ai pas trouvé spontanément. Bon, après, je me suis pas acharné, je vais vous dire, un peu par manque de temps. Mais j'ai trouvé que c'était pas évident. Et on peut avoir certaines aides entre guillemets que j'ai trouvé plus cryptiques que vraiment aidantes.
Donc moi non, la lettre c'est resté un mystère, quoi. Ah merde, eh ben en fait tu vois j'ai réussi le puzzle de la lettre, alors il y a un puzzle en fait sur le visuel de cette lettre. Et comment dire, c'est pas un puzzle qui se fait, enfin c'est pas un puzzle qui peut être résolu avec des jets de dés ou un test de compétences, mais c'est vraiment nous, quoi. Ah oui, c'est à nous de le résoudre. Eh ben, je vais t'aider. Comme il y en a certains. Je vais t'aider parce que je suis un fan, moi, de lettres cryptage, de clés, de systèmes codés. C'est juste, en général, c'est une passion que j'ai. De toute façon, dans la réponse, à la fin du bouquin, il t'explique, moi, je sais que j'ai eu la réponse. Ah, tu l'as eu. Donc, bien sûr, la réponse, c'est, enfin, un indice très important, c'est qu'il y a le numéro 13 sur cette lettre. Pourquoi c'est important? En fait, c'est le code. Il faut réfléchir en dehors de la boîte. Il y a donc une lettre qui a très peu de sens, beaucoup de mots, qui parlent beaucoup pour rien dire, mais il y a un très grand chiffre sur cette lettre qui est 13 tout en haut à gauche. Et ben en fait, 13 c'est le code, c'est la clé pour résoudre l'énigme. 13, ce n'est pas 13, mais 1 et 3, ce qui veut dire c'est choisissez un mot sur 3 dans la lettre. Donc si on enlève le troisième mot, ça veut dire que si la lettre commence par sachez que là, ça veut dire qu'on commence la lettre avec le mot là. Donc voilà, ce que j'ai fait, Fred, c'est que j'ai réécrit la lettre sur un bout de papier, j'ai rayé voilà, les 2 mots sur 3, j'ai gardé bien sûr que le troisième, et donc la lettre donne pourquoi il a été tué, c'est une lettre d'accusation signée par le meurtrier. La lettre dit, une fois décodée, la tacheté qui vous a déshonoré, plutôt éventuellement en faillite, fastueuse péril, anéantissant mon amour, vous êtes condamné à mort. Henry Hamilton. Mais en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, la lettre, le défunt ne l'a même pas ouverte. Par contre, elle l'a contrarié. C'est ça, en fait, ça l'a contrarié. Et bien sûr, il y avait donc un poison dans le brandy qui a été administré. Et bien sûr, il y a donc quelqu'un qui s'appelle Henry Hamilton. Mais la lettre est signée, bien sûr, lieutenant-colonel Henry Stuart de l'hôtel Hamilton. Et voilà, c'est le mot de passe. En utilisant un mot sur 3, on obtient son nom. Ce qui, tout de suite, moi j'en ai parlé à Mycroft Holmes, et puis on est rentré... je crois qu'on était aussi avec l'inspecteur, le fameux inspecteur de Scotland Yard, comment il s'appelle Lestrade qui est avec nous. Lestrade, ouais, qui est avec nous. Et on a donc interrogé le Hamilton, c'est ça, Henry Hamilton. Et on a vraiment joué les idiots en face de lui, hein, c'est good cop, bad cop, quoi. Où moi je fais l'idiot, je pose des questions ridicules, mais ce que j'essaye de faire, c'est parler le coupable le plus possible, le suspect le plus possible, et de le coincer dans une situation très très difficile. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, où il s'est retrouvé quasiment à me foutre une droite et à vouloir sauter par la fenêtre. Et je t'admets que la première fois, comme je suis nul en force, je me suis pris la droite, il saute par la fenêtre, avec Lestrade et Watson, on court après dans les rues et je l'ai perdu. Donc mon premier jeu, c'est j'ai réussi qui était le suspect, mais il s'enfuit, j'ai pas réussi à le rattraper. Donc j'ai un peu triché sur ces jets, parce que de toute façon j'ai pas la compétence. Voilà comment c'est fini mon enquête, tristement, mais en réussissant les jets, on arrive à le plancher par terre avant qu'il s'enfuit par la fenêtre, ou on arrive bien sûr à le retrouver en ville, mais c'est là où les jets de force et d'habilité sont cruciales à ces moments-là. Quand justement des fois les suspects et les meurtriers sont prêts à tout pour pas aller en prison. Ah mais j'aimerais bien qu'on compare vite fait la poursuite que t'as fait avec lui pour voir si c'est la même. Parce que moi, avant d'en arriver là, il s'est passé plein de choses. Hein. Moi, il y a eu très très peu de choses qui sont passées. J'ai discuté avec Mycroft, en sachant bien sûr que ce n'est pas Mycroft le meurtrier. C'est ridicule, il n'a aucun gain financier ni social à commettre ce meurtre. Donc justement, je lui ai expliqué la lettre, le code, et Mycroft justement s'est proposé de participer à l'interrogatoire et que je fasse un code justement en tapant sur la table. Oh oui, j'écrase la main sur la table, tu sais, un petit coup comme ça pour dire c'est à ce moment-là qu'il est coupable, c'est que j'ai toutes les preuves, et là je vais commencer à puer être le pote, et je vais commencer à l'accuser. Donc il faut faire attention qu'il va pas s'enfuir, qu'il va se passer quelque chose. Mais il se passe encore plus de choses avant ça, où on peut faire des interrogatoires, mais Fred, moi j'ai rien fait de ça, parce que, encore une fois, de résoudre la lettre m'a donné tout de suite le suspect. Mais dis-moi tout, toi. Oui, en fait, il y a une espèce de... Oui, tu les fais un peu à part. Donc on disait, on est arrivé... Sherlock Holmes nous a briefé, on a vu le corps, on a parlé au barman qui a servi le brandy qui est empoisonné, on ouvre la lettre, et donc on est donc accompagné par Sir Andrew, qui est le président du club.
Donc lui qui nous fait un peu, qui nous fait qui est l'autre, hein, celui qui tire les lieux, qui connaît les membres. Donc il nous précise juste les personnes qui étaient présentes. Donc il y avait Sherlock Holmes et son frère, Mycroft, l'amiral Nelson qui est le voisin de fauteuil. On a Lord Trent. Lord Trent qui est un de ses ennemis notoires. Ouais, et tu l'as dit, Charles Martin aussi, non? Charles Martin. Ouais, Charles Martin. Et j'ai marqué BH. Ah oui, c'est BH Martin. Alexandre Bassett Hind. Oui, ça c'est un historien. Voilà. Et donc aussi que le verre a été apporté par Tom Smithson. C'est le serveur. En fait, il y a le barman au bar et le serveur. Donc bon, Mycroft Holmes, il est pas trop cool, il est pas trop suspect. Donc lui, on lui demande s'il pouvait avoir quel motif on pourrait creuser pour quelqu'un qui lui en voudrait. Et en fait, le mec avait quand même pas mal de casseroles. Il dit peut-être la carrière militaire qui serait le truc le plus sensible, ce qu'il a fait à cause de son incompétence en tant que chef. Il y a eu comme des morts un peu inutiles qui ont été torturés. Et c'est un peu ça le nœud de l'affaire, en fait, c'est cette rancœur. Vengeance. Vous verrez comment. Ouais, cette vengeance. Mais il y a un personnage qui nous fait oui, mais une vengeance 20 ans plus tard, il faudrait être sacrément motivé. Bon bref, on a des fois plusieurs sons de cloche et c'est vrai que c'est bien fait dans cette aventure. Donc pour vous la faire courte, il y a aussi donc on interroge donc l'avocat Henry Hamilton, mais c'est vrai que quand on n'a pas déchiffré le code, on a quand même il y a quand même en fait moi j'ai foiré un test, mais à ce moment-là il y a notre intuition qui carillonnait, pourtant j'avais des bonus, et il dit que la lettre est un avertissement, mais il dit qu'il l'a pas ouverte, par exemple. Donc comment il sait c'est que c'est un avertissement s'il l'a pas ouverte, remis par un inconnu qu'il n'a jamais vu, donc tout ça en fait, mais bon sur le coup comme il n'y a aucun lien avec la victime, c'est un avocat et il a fait son job, c'est le messager. Juste à part qu'on l'intuition avec la lettre, un petit qui cartonne, pas plus que ça, quoi. Et après, donc c'est là qu'on déroule le déroulé. Donc il y a le colonel Stewart. Lui, c'est le cousin du défunt qui était sur place pour lui taxer de l'argent. Donc ces fameux mecs qui est aux abois et que son cheval a été drogué là, il est là aussi. Et en fait, lui, il est rapidement éliminé parce qu'en fait, il y a un testament qui le prive de son dû en cas de mort suspecte. Donc il n'avait aucun intérêt à créer une mort suspecte. Donc en plus il a l'air plutôt sincère et bref on fait un peu le panorama comme ça. Après il y a un historien qui est carrément asocial, qui a rien vu, rien entendu, rien dit. Il y a Lord Trent, donc c'est Lord Trent qui est le voisin de table. Lui pareil, il est juste à côté, mais à part les domestiques et leur ronde, et il a contesté la mort, mais de toute façon il aime pas trop le défunt. Il y a Charles Martin, je pense que c'est celui qui est représenté dans le dessin, le mec un peu jeune, un peu hautain, c'est un membre du gouvernement. Donc lui, pareil, rien vu, répond quand on l'interroge sur le défunt, c'est le seul à pas lui faire à pas dire que c'est une ordure, donc il prend un peu une réserve diplomatique. C'est assez drôle dans le texte. On a le vieil amiral Nelson, qui lui a observé le serveur défunt. Il dit qu'en fait, c'est pas le brandy qui l'a tué, parce qu'il a bu du brandy, il est pas mort sur le coup. Donc ça, c'est un truc qui nous interroge. Est-ce qu'il y a vraiment du poison dans le brandy? Peut-être que tout le monde se trompe. Ça pourrait être un Agatha Christie en plus d'un Sherlock Holmes. Donc c'est intéressant. Et le serveur Tom Smithson, il nous indique que le défunt a bu 2 verres et que son frère par contre faisait partie des soldats qui sont morts sous le commandement du défunt. Donc ça peut nous interloquer. Mais il dit ça de façon assez franche. Donc voilà, donc on a toutes ces informations là à peu près. Et donc le lendemain on va voir Sherlock Holmes, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu vois, ça prend pas mal de temps parce que là je vais voir Sherlock Holmes si on fait même des expériences et tout ça, quoi. Donc toi t'as zappé toute cette... Ouais, zappé, mais juste j'ai une autre option, en fait, juste la déduction de la lettre, la discussion de cette lettre avec Mycroft et l'organisation de cet interrogatoire caché avec le sire Andrew St. James. La lettre était là, mais c'est vraiment intéressant la différence que t'as eue. Et puis bien sûr, tous les deux, voilà, on a donc réussi cette enquête, mais de 2 manières très différentes. Ça te montre bien là. Ouais, mais c'est pas fini, moi. Encore, bah oui, t'es avec Sherlock chez lui là, ouais. Mais ouais. Oui, je suis à Sherlock chez lui, en fait, et donc moi, la lettre, en fait, il me demande d'en parler, je fais non, elle a aucune importance, le mort l'a même pas ouverte. Il fait, ah, ok, bah, si vous voulez, si vous prenez comme ça, passons au second indice.
Et donc là, c'est le brandy. Donc on fait des expériences chimiques et en fait, lui, Sherlock Holmes reconnaît à l'odeur d'un poison qui vient des Antilles. J'ai oublié le nom, un nom un peu romanesque. J'ai oublié comment ça s'appelait. En gros, un poison un peu qu'un décalage qui fait qu'il serait pas mort foudroyé. Il aurait pu mourir quelques instants après sous l'action de ce poison. Et grâce à Sherlock Holmes, on a accès à tous ces dossiers. Donc on sort le dossier du défunt et on se rend compte qu'il avait ruiné un Français, Pierre Armand, qui a beaucoup voyagé, qui était notamment voyagé aux Antilles, d'où est originaire le poison. Donc ça c'est un peu c'est une référence qui peut nous faire tilter. On a aussi un dossier sur Lord Trent, qui est le fameux ennemi, l'antagoniste du défunt, mais en fait il s'ignorait totalement. Ils avaient une guerre larvée, quoi, une haine froide, j'ai envie de dire. Lui, il est pas trop suspect. Et on a aussi l'adresse de l'avocat Hamilton, que bon, on sentait bien qu'il était un peu louche, donc on aimerait bien le retrouver. Et là, en fait, c'est là qu'on apprend. Et là, Watson se réveille. Il a la collectionnite aiguë, il a plein d'articles de journaux sur les guerres en Asie, tout ça. Et en fait, il nous sort l'article qui relate en fait l'incompétence du défunt, les fameux hommes qui sont morts torturés par son incompétence. Et en fait, on a les noms des soldats morts. Bon, ils sont que 3. Donc il y a le soldat T. Saunders qui laisse sa sœur Mary Victoria. Il y a Edgar Trent qui laisse surtout pour sa famille, donc en fait Lord Trent c'est son cousin. Là, laisse tomber. John Smithson, rien de tout ça. C'est intéressant. Et John Smithson, le serveur, qui est le serveur est donc le frère du troisième soldat. Donc en fait dans la même pièce, il y a 3. Bon, ça c'est un peu ubuesque, mais passons. Et donc en fait ce qu'on apprend aussi, c'est que en fait Mary Victoria, la sœur de T. Saunders, c'est la femme de l'avocat, de ton coupable. Et en fait, qu'elle est morte là il y a quelques temps, et qu'on pense que suite au décès de sa femme, voilà, il a un peu c'était l'élément traumatisant, donc il a voulu assouvir une vengeance. Donc en fait, l'idée de vengeance, elle date pas de 20 ans, il y a une rancœur, mais l'idée de vengeance en elle-même, elle date que de 2-3 ans. Donc ce qui explique l'acharnement, la soudaineté. Non, mais c'était génial. Et voilà, donc en fait je suis tout oui, quoi. C'est super, ces différences de choix là, de révélation, c'est super. Ouais, donc en fait ça c'est grâce à Sherlock Holmes et à Watson. Donc là on sait tiens, il y a 3 personnes qui pourraient vraiment souhaiter sa mort par rapport à cette affaire-là, parce qu'on sent que c'est ça le truc important. Donc là en plus c'est assez marrant, parce que donc on peut essayer de se rendre à son ancienne étude sur Londres, parce que maintenant il travaille pour son propre compte. Bon bref, et à l'étude en fait pareil, communication ça foire, donc il me rembarre, mais que dalle. Là. Après je réussis à trouver le viticule, le négociant en vin français qui a été ruiné par le défunt, le fameux Pierre Armand. Et lui, en fait, il a pas l'air du tout coupable. Déjà, il semble pas connaître le poison. Il croit que je lui parle d'une boisson. Et aussi, il allait se retourner contre le défunt qu'il avait ruiné. Il allait avoir sa revanche financière. Donc forcément, là, plus de défunt, plus de finances pour qu'il puisse récupérer. Donc il se retrouve une deuxième fois ruiné, entre guillemets. Donc lui, il avait aucun... Je sais même pas si toi t'en as pas entendu parler de lui, vu que t'as pas eu besoin de faire cette enquête-là pour le voir, mais en fait c'est une fausse piste, ce mec-là. Et alors le plus frustrant, c'est qu'on peut se rendre donc à l'appartement du colonel Sylvester, celui qui est mort, pour faire. T'es sérieux? Pour faire des, oui. Pour faire des fouilles. Oui, pour faire des fouilles. En fait, on entend du bruit à l'intérieur, mais en fait, je suis tellement naze en crochetage qu'en fait on n'arrive pas à rentrer et on reste devant cette porte comme des cons, et au bout d'un moment on se décide de partir. Dis-moi que t'as triché quand même. Donc en fait dans ma famille, non, je l'ai fait. T'as pas ouvert la porte, il y avait quoi derrière? Non. Oh, arrête. Faut que tu refasses l'aventure. Ah ouais. Non. Ah ouais, t'as vu ça? Et quand on revient, en fait, j'ai fait donc pendant l'enquête, j'ai fait 3 déplacements. Sur les 3 déplacements, je me suis retrouvé 2 fois face à des portes closes. Il y a que le français qui a bien voulu me parler, mais c'était une fausse piste. Donc j'avais pas grand chose en fin de compte. Et là, Sherlock Holmes, il est excédé. Il lui fait bon, c'est qui le meurtrier? Désignez un meurtrier. Et là, en fait, sur la liste des mecs qu'il m'a proposé, moi, j'avais quand même des gros soupçons sur l'avocat par rapport je savais qu'il avait travaillé aux Antilles aussi. Sa sœur, sa femme, c'était la sœur du mort. Elle est morte récemment.
Il est revenu c'est spécialement. Bon, c'est lui qui envoie la lettre. C'est lui qui a porté la lettre. Donc, il fait que c'est lui que j'ai désigné. Et après, avec le raisonnement logique que te fait Holmes, que vu que quand t'as pas la lettre, t'as pas la réponse sûre, t'as pas la preuve de la culpabilité, bah il te fait un peu le truc. Et oui, c'est assez intéressant. Moi, il te dit bon, vous avez pas le meurtrier, donc en fait faut le chercher aussi. Et alors, t'as réussi à la fin? Oui, en fait, ce qui se fait, c'est qu'on retrouve, on va chez sa logeuse, il est chez logeuse au 2e étage, et on lui envoie une lettre codée lui-même qui dit, on sait que vous êtes le coupable. Mais c'est dingue, ça, putain, la grosse, mais c'est carrément un livre-jeu, quoi, c'est fou. Bah oui, parce que quand tu m'as dit que tu l'avais arrêté juste après la lettre, je me suis fait, attends, cette lettre-là, en fait, c'est la méga récompense, parce que c'est-à-dire que, tiens, t'as trouvé tout seul ta propre déduction, donc tiens, t'as le coupable, et si tu t'en sors bien, t'as même pas besoin de le poursuivre, tandis que moi, mais en même temps, je trouve que je suis gagnant, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir plus fait le jeu oui, que absolument. toi. Mais moi, c'est pour ça que je disais dans ma critique que l'histoire du club audiogène est super courte, mais c'est parce que j'ai réussi le puzzle qui m'est fait passer en mode secret, quoi. Parce que moi, tout s'est passé, tout était important, c'était pendant l'interrogatoire, qui était plusieurs choix de paragraphes, hein. C'était un interrogatoire qui n'était pas facile, et j'avais peur de me tromper, et je prenais mon temps, je mesurais vraiment la possibilité d'impact des choix des questions que j'avais, la déduction des peu d'indices que j'ai obtenus, parce que j'ai interrogé rapidement, je crois, j'ai parlé justement, je savais qu'il y avait une histoire de vengeance, parce que c'était un colonel, que j'ai entendu parler que sa sœur était morte, voilà, mais j'ai eu très très peu d'indices. Mais là, mais c'est dingue. C'est entre toi qui vas chez Sherlock, qui fait des tests scientifiques. Là, maintenant, tu me dis qu'il y a un Babadook dans le placard. Maintenant que tu passes une journée de plus, enfin, c'est dingue, quoi. Ouais, non, mais c'était, oui, donc, je suis vraiment étonné de cette différence-là, et du coup, toi, t'as eu l'espèce d'entretien interrogatoire bien poussé, et moi, j'ai eu, l'enquête avec les différents indices. C'est ça, c'est intéressant. En t'écoutant, là, c'est marrant, mais j'ai vraiment ce côté, je pense que c'est parce qu'on lit du Sherlock, mais j'avais l'impression de visionner un épisode de Columbo. Moi, mon gameplay, c'était Columbo. J'arrive, j'enquête, je déduis, j'interroge. C'est Columbo, dès les 15 premières minutes, il sait déjà qui est le meurtrier. C'est pour ça qu'il joue l'idiot. C'est vachement bien écrit, il sait, et c'est pour ça qu'il scotche le mec. C'est juste histoire de les faire craquer, de les faire chier, parce que c'est là où ils vont trop parler, ils vont trop révéler, et puis ils vont se contredire. Et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé pendant que toi, c'est vraiment l'épisode Columbo. C'est comme si je suis spectateur et je visualise le meurtre, les informations, tout ce qui se passe, et moi, après, j'arrive, et voilà, quoi, c'est la déduction. Et c'est super, en tout cas, moi, je suis fasciné par ça marche bien. Ouais, je suis vraiment surpris par le niveau de ce livre-jeu, quoi. Je ne savais pas du tout, mais pas du tout, parce que j'ai joué plusieurs fois la course, l'arnaque à l'hippodrome. Ça, je l'ai fait 2 fois en essayant différents choix. Et le meurtre au club Diogène, je me suis dit bon, la lettre, voilà, bon, je vais m'amuser un petit peu dans l'interrogatoire pour poser les mauvaises questions, les bonnes questions, voir si je rate mon jet, j'attrape mon jet, la course poursuite dans les rues avec Watson et Lestrade. Enfin. Mais, ouais, vraiment, vraiment différent. Hein. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir donc si la fuite, si on perd le test de force et qu'on n'arrive pas à le maîtriser, donc il s'enfuit, est-ce que la fuite c'est la même? Est-ce que c'est l'histoire de la fuite en fiacre avec les gares et tout ça, là? Moi, non, qu'est-ce que je me suis rendu compte dans les appartements londoniens, et après il se dirige dans un couloir, je choisis d'entrer dans un magasin, je questionne le vendeur pour savoir s'il est passé par la porte de derrière, vraiment très différent. Parce que moi c'était tout. Donc en fait c'est ça. Donc là, nous on lui porte la lettre chez sa logeuse en disant on sait que t'es le coupable, donc il s'enfuit. On le perd un peu dans les rues, mais en fait on le trouve en faisant les bons choix, on le trouve. Et là t'es tout seul face à lui. Donc moi j'avais perdu le combat parce que j'étais nul en force. Donc là il s'enfuit. Et donc t'as un petit test de chance, presque une chance sur 2, ou bien il s'enfuit donc trop tard. Tu passes l'affaire à Scotland Yard, t'as au moins identifié le tueur, c'est déjà pas mal. Et si t'as un peu de chance, tu peux le poursuivre. En fait, il est monté dans un fiacre et tu repères le conducteur de fiacre qui te dit qu'il a pris quelque chose, ça. un
Oui, donc je pense que c'est ça. Et ça, c'est sympa parce qu'en fait, oui, je pense que c'est ça. Ils ont fait la même fuite. Et donc, tu dois prendre des décisions. Est-ce qu'il a pris le bateau? Ou est-ce qu'il va prendre la gare pour prendre je sais plus quel truc? En fait, tu dois faire des déductions pour le retrouver. Et ça, c'est chiadé, parce que le mec change des fois prend un train, des fois il repart à contresens. T'as quelques choix judicieux à faire. Et ça, j'ai trouvé sympa. Et donc, ouais, là, ils ont réuni les deux façons de faire dans sa fuite. Ça, c'est une façon assez logique de faire, mais qui marche bien, parce que du coup, là, t'as une vraie course-poursuite sur, pas mal de paragraphes, quand même, hein. C'était haletant. J'ai bien aimé oui, aussi. ça change toute je veux dire, le fait de lui mettre une droite et de l'empêcher de passer par la fenêtre, ça t'enlève encore une fois un énorme chapitre du livre, hein, même carrément, tellement que c'est vaste. Là, on a vraiment vécu deux aventures différentes. Complètement. Ou l'hippodrome, bon, forcément, le prologue de Sarah Watson Lee, là, il faut le réussir, quoi. C'est un peu l'aide du jeu. L'hippodrome, encore, il y a qu'un seul coupable, hein, c'est pas difficile. Et c'est juste la façon dont on y va. Les indices sont très minimes, mais on passe un petit peu par les mêmes endroits. Mais là, à la fin, le meurtre au club Diogène, mais mon Dieu, quoi. Alors attends, Fred, je serais pas surpris s'il y a encore une troisième possibilité dans ce meurtre au club Diogène. Hein. Je serais pas surpris. Et moi, sachant qu'effectivement, j'ai foiré tous mes tests de communication avec les mecs, donc ils me donnaient pas forcément les bonnes infos en plus. Donc je pense que non, ouais, communication, je me suis rendu compte que c'était important parce que mais ils sont tous, c'est ça qui est chiant. C'est vraiment, ouais, c'est ça qui est chiant, ils sont tous importants. Donc c'est vrai que le système du plus un partout. Bon. Là, on en a bien causé, ça te dit? On passe à notre... je te propose un petit brandy. Ouais, parce que de toute façon, c'est la fin. On passe au digestif, et puis voilà, allez, on rentre tout de suite dans notre critique. Fred, écoute, en effet, quoi, petit brandy, tiens, santé. 5 brandy sur 5, ce Sherlock Holmes. J'allais dire 4, mais là, ce que tu m'as révélé, je trouve qu'il y a une jouabilité incroyable. Et encore une fois, ce qui me plaît dans ce livre, c'est que c'est pas grave si on commet une faute. Il y a toujours des possibilités de résoudre les enquêtes. Le fait de comprendre des puzzles et les résoudre nous change complètement le développement de l'histoire, les possibilités. La seule critique que j'ai, c'est... J'en ai quelques-unes, mais elles sont très minimes parce qu'on a vraiment une super œuvre. Mais déjà, c'est les illustrations dans cette version française. Il n'y en a pas assez. Et le peu qu'il y a, elles sont pas intéressants du tout. C'est pas des moments importants, c'est pas des moments clés. Les cabochons sont vraiment... Je veux dire, c'est soit une pipe, soit c'est le fameux chapeau de Sherlock Holmes. Là, c'est pas intéressant, quoi. Ça aurait été plus sympa que quand on trouve un indice... donc on nous donne les lettres de l'alphabet, c'est l'indice, c'est un visuel ou un moment de l'indice clé, ce qui est beaucoup plus intéressant et ce qui rend les illustrations beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, moi c'est la critique, c'est pas la qualité, hein, ça je comprends, c'est différent, c'est la commande, mais c'est juste la quantité et l'utilisation de ces illustrations sont pas intéressantes. Je trouve que c'est même soporifique quand il y en a une à chaque fois, c'est bon, ok, oui, ça met la mise en scène, mais je l'ai déjà bien lu, c'était bien écrit dans le livre. J'aurais préféré que ça soit plus intéressant comme la couverture du livre, où sur la couverture il y a carrément des indices pour comprendre et même avancer et résoudre l'enquête. Et après c'est les règles. Le système d'XP, enfin il n'y a pas d'XP déjà, ce qui est dommage, parce que 6 points pour 6 compétences, sachant que si on n'investit pas dans une compétence, on est à -2, et sinon on a toutes les compétences à +1, ce qui est naze. En fait, ça nous permet de pas vraiment avoir un personnage qui arrive à assurer dans une compétence sans qu'il soit merdique dans plusieurs autres. Je trouve qu'un système d'XP à la fin d'une enquête, en dépendant des indices qu'on ait trouvés et de la façon qu'on a résolu l'indice, c'est un peu comme l'appel de Toulouse, le jeu de rôle, le plus on utilise une compétence, le plus on a une chance de l'améliorer. Ça aurait été bien ça. Donc par exemple, tu vois qu'on ait utilisé plus d'intelligence ou d'observation à la fin de l'enquête, le jeu le sait par rapport aux indices qu'on a eus, et il nous donne 1 point de plus à investir là-dedans. Ça aurait été sympa. Et je trouve juste que la pénalité du -2 est super sévère, sachant que des fois, il y a des moments où c'est quand même avantageux. Après, ce qui est intéressant, on n'en a pas parlé, c'est quand il y a des jets de compétences, Fred, des fois, c'est pas que si on est réussi ou raté, il y a aussi une réussite où il y a 2 ou 3 autres options, en dépendant du total, du chiffre que l'on a obtenu. Ça veut dire donc qu'il y a 2 ou 3 possibilités différentes à chaque fois qu'on fasse enfin pas à chaque fois, excuse-moi, mais il y a des possibilités d'avoir différents résultats au jet, donc une réussite, un échec, ou des fois une somme moyenne, quoi.
Donc ça, c'est intéressant. Vraiment, je crois que j'en ai assez dit là-dessus, hein, vraiment les règles, le système de jeu. Je suis vraiment curieux et vraiment, vraiment heureux qu'il y ait quand même 8 livres dans cette collection, parce que j'attends avec impatience le prochain, et ça me rend encore plus curieux de découvrir cette fameuse série seulement de 2 livres des Super Sherlock. Parce que c'est quand même d'autres écrivains, c'est bien différent, et voilà quoi, c'est ça. Je suis mon attention est prise par Sherlock. Après, tu sais qu'une série de 8 livres, ça se termine pas comme ça. Il y a certains qui en font 4 livres, on n'a toujours pas terminé, donc c'est une grande aventure. Mais c'est vrai que pour une première, plutôt esbroubille, comme on dit, époustouflifié. Non, c'est bien chiadé ce bouquin. Il respecte son lecteur. Je pense que voilà, tout est fait pour que on ne soit pas frustré. Moi, c'est vraiment mon souvenir des livres-jeux, c'était la frustration. Et des fois, ils volaient à travers la pièce, et puis quand c'était trop difficile, bah, tout simplement j'arrête. Et ouais, donc en plus, c'est vrai que ça change, parce que c'est pas l'heroic fantasy, on s'en moque, mais la plupart des livres dont vous êtes le héros, c'est comme dans des univers médiévaux fantastiques, tout ça. Donc là, c'est rien à voir. Sherlock Holmes, c'est un personnage qui est que je pense que tout le monde connaît un petit peu, et certains doivent même apprécier, et certains beaucoup plus que d'autres. Et on voit que l'auteur, en plus c'est marrant, c'est un hommage, donc c'est un hommage américain à un personnage anglais, et on voit que l'auteur lui connaît un peu son affaire, ce qui glisse quelques trucs, et on peut même savoir justement que les bons indices, c'est aussi quand il fait le plus de références à Sherlock Holmes. Je sais pas, c'est assez flagrant à un moment. Qu'en fait un indice, il y avait du background sur l'œuvre de Conan Doyle, et ça te disait que bon, ça c'est un bon indice, c'est un bon indice, c'est pas un truc de noyer dans la masse. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, parce que moi je pensais qu'on allait jouer Sherlock, hein, tout simplement. Puis effectivement, peut-être pour des questions de droit, c'est même pas possible, mais là avec le cousin de Watson, ça fonctionne bien, avec le petit test au départ, il nous adoube, on est assez intelligent pour lui pour se débrouiller. Et c'est un peu notre mentor, notre tuteur, et c'est vrai que c'est très bien fait. Moi, le seul bémol, c'est qu'au début, je pensais vraiment que c'était les GD qui allaient résoudre pour moi, en fait, qu'on va dire, bon, bah, t'as lu B, Z, Z, bon, bah, t'as gagné. Sans qu'on me dise, ah oui, B, c'est ça, Z, c'est ça c'est ça, donc c'est grâce à ça que je sais ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça allait être un peu bête et idiot, mais en fin de compte, c'est pas du tout bête et idiot, c'est plutôt bien fait. Et franchement, je peux pas lui donner totalement 5, parce qu'effectivement, la 5, à cette échelle-là, presque dire que c'est perfection. Mais aucun livre, un 5 sur 5. Si, on a donné, je crois. Toi, t'en as donné, toi, 5 sur 5 sur quelque chose? Oui. Dernier Dragon d'Or était très bien. Non, je vais lui donner un... Ouais, c'est difficile, on fait pas les demi-points, je vais donner un... 4 brandy et dont un motif vide. Ah, 4,5. Foiré, le serveur et s'est gouré. Ouais, parce que les dessins, c'est vraiment du foutage de gueule. ça aurait été bien d'avoir les dessins américains. Et ouais, bon, après, il y a quand même certaines fois, bah, ça joue quand même pas mal sur les tests, et effectivement, la force, vous en servez jamais, mais à la fin, si vous l'avez pas, vous pouvez pratiquement pas finir l'aventure. Bah, si, vous la finissez, mais pas bien. Non, voilà, ce petit système de règles à revoir. Et puis peut-être un peu plus de complexité, je sais pas. Moi j'avais trouvé que ça manquait un peu de choix dans les dialogues, mais bon, s'il y a toute ta partie, toi qui a une vraie joute orale, je comprends qu'il est pas fait pour les autres interviews, les autres entretiens. C'est vrai que par contre ça change, ça fonctionne très bien. On se sent dedans. Pour ceux qui aiment le Conan Doyle, ils se retrouvent dans l'atmosphère. Moi, j'attends juste une histoire dans les bas-fonds pour imprégner davantage notre imaginaire. Mais pour une début de série, moi, je suis assez... et pour une première pour cette bonne édition, je suis assez époustouflé, parce que les mecs ont compris pas mal de choses tout de suite, et c'est un bon produit, quoi. Tout simplement. Avec tous nos verres de brandy, on peut lui noter une bouteille de brandy, hein, avec juste le bouchon qui a été ouvert. Ouais, le bouquet. En plus, on est 3 ce soir. C'est parfait. Bah écoute Fred, voilà, ça complète notre dernier épisode de l'année 2022. Une année bien difficile, mais voilà, nous l'avons réussi. Et je peux te dire qu'on l'a commencé en beauté, autant qu'on l'a fini sans beauté aussi. Parce que tu l'as évoqué juste avant, mais le premier livre de cette année fut Dragon d'Or 6, qui était quand même un plaisir à lire. Et on le finit avec cet excellent livre, le premier volume de Sherlock Holmes, voilà, Meurtre au Club Diogène. C'était vraiment génial, super quoi.
Et bien sûr, avant de se quitter de cette émission, on voudrait remercier nos contributeurs, nos héros, nos aventuriers, les personnes qui justement rendent ce podcast possible. Personnes très importantes à nous et qu'on retrouve bientôt dans de futures tables rondes ou bien sûr sur notre Discord. En commençant avec Damol. Suivi de Simon, la sauce passe par Fulka et vif à la mer, ça rigole pas Simon. Oh il réchauffe la glace autour de lui. C'était génial ça. For the Emperor. For the Emperor. Avec Ems, le joukineur. Jean-Christophe Como, notre intervieweur fou. Avec Lorkian, alias le grand maître parano global. Et Dorn JV. Et bien sûr avec un nouveau contributeur, on salue et on accueille avec grand plaisir Nicolas Tonnelier. Salut Nico. Salut Nico, et dis-nous si tu veux qu'on t'appelle sous un pseudo, c'est toi qui nous dis. Et chez nos aventuriers, nous avons Sébastien Bellesi. Suivi du docteur Io. Non, Ninja Guillaume Vendée. Un nouveau aventurier, Yann Courdec. Salut Yann, bienvenue au Patreon et merci beaucoup de ta contribution. Et Yann, bien sûr, si tu as un pseudo, n'hésite pas à nous le dire, ça sera avec grand plaisir. Et bah écoute, voilà Fred, on termine ce 101e épisode. J'aurais jamais cru un jour dire ce numéro pour le podcast dont vous êtes le héros. Ah oui, mais ça, moi je suis pas habitué, tu vois, puis ça va faire 102, ça va faire bizarre, 103, peut-être à partir du 120, on commencera à être habitué, je sais pas. Et Fred, voici la fin du 220e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends plus bien dans mon casque. Qu'est-ce que t'as dit? 120e épisode. Et puis voilà, allez, on vous souhaite à toutes et à tous, comme on n'arrête pas de le dire, mais parce que c'est la saison et ça nous fait plaisir. Mais voilà, bonne fête, bonne fin d'année, et on se retrouve en 2023. Allez, salut tout le monde, ciao. Salut, et révisez vos classiques parce que le ninja il arrive en forme. Allez, un dernier pour la route. Oh, vas-y. Oh, le ninja. J'ai plus de voix. Ninja. Allez, salut, ciao. À la fin bien. Ninja.